vais juste dire, en commençant, quelques mots sur le commerce équitable. Je sais qu'il y a des gens assez experts dans la salle. J'en vois quelques-uns. Mais quelques mots sur le commerce équitable. Donc, c'est une initiative qui a commencé il y a environ une cinquantaine d'années, en 1950, entre autres en Angleterre et ici même aussi en Amérique. Beaucoup dans l'artisanat. Puis on va avoir une représentante justement de l'artisanat. Et beaucoup aussi développer des réseaux au nord de magasins, de petites boutiques pour pouvoir donner un circuit à cet artisanat-là pour rejoindre de nouveaux consommateurs. Puis on a le réseau Artisans du Monde qui est ici, donc il va pouvoir vous en parler justement. Et plus tard est arrivé les produits alimentaires. Donc, les années 70, on a vu arriver le café, le sucre. Et ça a été un autre grand boom pour le commerce équitable avec l'arrivée en plus de la certification vers la fin des années 80. Et c'est le commerce équitable qu'on connaît aujourd'hui qui représente jusqu'à 10 milliards de ventes au détail dans les différents pays où on retrouve du commerce équitable. Donc, c'est une industrie qui est importante, qui demeure marginale par rapport à tout le commerce mondial qu'on a, qui demeure marginale aussi par rapport à l'agriculture, aux produits biologiques. C'est environ 10 %. L'agriculture biologique est beaucoup plus développée, mais le commerce équitable continue quand même de faire sa marque et a surtout aussi un pouvoir d'influence. Les producteurs ne sont pas tous dans le commerce équitable, ils ne vendent pas toute leur production dans le commerce équitable, mais l'information, toute la capacitation, excusez-moi en anglais, toutes les capacités qu'ils réussissent à acquérir à travers le commerce équitable, ils vont souvent l'utiliser pour rejoindre d'autres marchés ou même développer les marchés locaux. Donc l'influence va pouvoir être beaucoup plus grande que ce qu'on voit par rapport aux 10 milliards dont je vous disais. Donc, pour commencer, je vais vous présenter Antonia, qui est ici de la Bolivie. Donc, Antonia Rodriguez Medrano, elle est directrice exécutive de Azar Bolsem, qui est l'association artisanale boliviana Señor de Mayo. C'est une ancienne ministre en Bolivie, donc ministre del Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia de 2010 à 2012. Et elle est actuellement en mission au Canada dans le cadre d'un partenariat avec l'organisation Le Ceci, et puis de son programme de coopération volontaire Uniterra afin de participer au Forum social mondial et à la foire Écosphère. La foire Écosphère va se tenir cette fin de semaine, le 13 et le 14, au Parc Jarry. Donc, Antonia a reçu une reconnaissance internationale pour ce travail au sein du mouvement du commerce équitable et la lutte dans l'égalité des genres, l'autonomisation des femmes. Elle fait également partie du programme des Nations unies pour l'autonomisation économique des femmes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Mi nombre es Antonia Rodríguez. Yo nací en Potosí, en el campo. Trabajo en la Asociación Artesanal Boliviana Señor de Mayo y estoy aquí para compartir todo el desarrollo de las mujeres que hemos desarrollado, muchas mujeres muy humildes que hemos inmigrado en las décadas de 80, cuando ha habido problemas en Bolivia económicos, golpe de gobiernos, etcétera, etcétera. Y para mí es una alegría de compartir con ustedes, de verlos, muchas compañeras, hermanas, hermanos, porque nosotros somos muy solidarios en Bolivia por la solidaridad y nos unimos para formar la Asociación Artesanal Boliviana Señor de Mayo. No quiero pasar por alto, Solange Melju apostó con nosotros a través de CICE de apoyarnos, fortalecernos a las mujeres también. Je vais faire la traduction petit à petit. On va essayer. Donc, elle dit, je m'appelle Antonia Rodriguez Medrano, donc je suis bolivienne, je suis la fondatrice de l'association Azar Bolsem. Je suis née dans la région de Potosí, donc qui est une région centrale en Bolivie. J'ai émigré et je me suis installé près de La Paz à El Alto donc j'ai fondé l'association avec d'autres femmes à la fin des années 80, en fait en 1989, au moment où la Bolivie vivait un coup d'État et donc il y avait vraiment des problèmes au niveau économique pour les Boliviens, les Boliviennes et surtout les femmes qui étaient exclues. Elle dit qu'elle est très heureuse de se retrouver ici avec vous toutes et vous tous, avec les collègues, les personnes qui sont ici, qui travaillent aussi dans le mouvement du commerce équitable. Elle est très émue aussi parce qu'elle a retrouvé il y a à peine une heure Solange, qui est une volontaire du Ceci dans les années 90, qui a travaillé avec Azar Bolsem. Ça fait 2-3 jours qu'elles n'arrêtent pas d'essayer de se rencontrer et là, enfin, elles sont réunies. Donc c'est beaucoup d'émotions aussi en même temps que de vous avoir toutes et tous ici. Bueno, en Bolivia, en el Alto, nos hemos organizado las mujeres
para la producción de textiles de artesanía. Cuando cogimos a las mujeres madres solteras, mujeres viudas, cuyos esposos sin fuentes de trabajo, para poder generar el ingreso económico, para poder mantener también a nuestras familias, para poder estudiar y para mejorar la calidad de condición, ¿no? Pero alrededor cuando fundamos mujeres, muchos sin saber leer y escribir, porque son inmigrantes, y no fue nuestro objetivo de buscarlo, de fortalecerlo, la parte energía de la mujer, pero tenemos un compromiso de moral, de organización, y además son nuestros valores, nuestros principios, nuestra cultura, que habíamos trabajado también para estar parte en la política del gobierno y en la política de desarrollo de comercio justo. Oui, donc quand elles se sont réunies ensemble, ces femmes à El Alto, quand il y avait beaucoup de problèmes économiques et aussi des problèmes familiaux, elles ont vu ensemble le besoin de subvenir aux besoins de leur famille, donc de se regrouper pour travailler ensemble. Elles ont fondé leur association et elles partageaient les mêmes valeurs, les mêmes principes, de s'organiser, de jouer un rôle aussi au niveau politique. Et ces femmes, c'était des femmes qui étaient veuves ou qui étaient seules, monoparentales. Donc c'était avant tout une association qui visait à inclure les femmes qui étaient exclues de l'économie. Donc c'est comme ça qu'elles ont commencé avec Azar Bolsem. Bueno, no sé qué más contarles, pero también las mujeres inmigrantes, las mujeres que somos del campo, hemos tenido errores, hemos tenido en la parte de producción. Voy a contarles un chiquitito, a pesar que el tiempo es muy chiquitito. Nosotros habíamos mandado una vez a Corea un guante, un lado otro color, otro lado otro color, y cuando el cliente recibió, nos mandó una foto diciendo que era otro color, y nosotros estábamos peleando, ¿quién ha puesto así otro color al otro mano, otro color, otro mano? Pero dijo también al mismo tiempo, esto es excelente diseño, quiero más mercadería. Nosotros en Bolivia también tenemos problema la salida hacia el mar, porque Bolivia no tiene la salida al mar. Entonces nosotros hemos dicho que queremos apoyar, que queremos criar, cómo aportar, que mi gobierno está reclamando hacia el mar. Hemos criado para ir con nuestros pies el tiburón del mar, porque así nos van a escuchar, y queremos comercializar a través de comercio justo también la salida hacia el mar. Gracias, Antonia. Alors, c'est ça, on est une organisation, puis en fait, comme toute organisation avec des humains qui sont à l'intérieur, on fait aussi des erreurs, ça nous arrive, et c'est comme ça aussi qu'on apprend. Hein. Donc une fois, par exemple, une anecdote que je vais vous raconter, c'est quand on a envoyé une commande en Corée, et les gens en Corée ont reçu en fait une paire de gants où il y avait 2 gants de couleurs différentes, donc des gants dépareillés. Donc là, on dit, oh mince, oh zut, qu'est-ce qu'on a fait? Et là, les Coréens, ils ont dit, ah, mais c'est superbe ce design-là, ah, vraiment, bravo. Et donc, ils en ont commandé d'autres, faut croire. Et autre chose, c'est qu'elle travaille beaucoup sur les designs, justement, pour se différencier, pour avoir des produits qui vont s'exporter. Et l'un de leurs derniers produits auxquels elles ont pensé, c'est celui que je vous ai montré, en fait, c'est des chaussettes en forme de requin. Et ça peut paraître rigolo ou bizarre ou quoi, mais ça a un sens aussi pour elle en termes, je dirais plus politique, parce que la Bolivie n'a pas accès à la mer et elle lutte, c'est un pays qui lutte pour avoir accès à la mer depuis des dizaines d'années, donc notamment ils sont en pourparlers avec le Chili, donc c'était une manière, on va dire, une manière non violente de faire pression pour demander l'accès à la mer, donc à travers ces chaussettes en forme de requin. Bueno, yo creo que también cuando nosotros hemos unido los esfuerzos, se han unido hacia nosotros, a Azar Bolsem, a Señor de Mayo. La certificadora que lo ven, el hombre que está allá es el representante de FLO,
que es la certificadora. El hombre que me está abrazando es el director de comercio interior de Bolivia, del gobierno, que promueve, que es la parte del gobierno. Nosotros siempre estamos diciendo a mi presidente y al gobierno también, es posible otro mundo con el comercio justo. Pero también si ustedes no nos hubieran apoyado como esa estrellita de aceptar, de apostar, de comprarnos, de consumir en los países de Europa, en los países de Canadá o en los países de Estados Unidos, nosotros no hubiéramos podido salir adelante. Pero siempre la lucha para nosotros es a través de comercio justo, porque somos personas inmigrantes, personas que no habíamos ido a la universidad, todo eso. Entonces queremos estar junto a ustedes, hermanas, hermanos. Alors d'abord, donc Antonia a commenté la photo ici en haut à droite. Donc la personne qui se trouve tout à droite, c'est le représentant de FLO en Bolivie. Et la personne qui a son bras autour d'Antonia, donc c'est le ministre du commerce de Bolivie, commerce intérieur. Donc c'est sûr que c'est important d'avoir l'appui de la part du gouvernement, de la part des organismes de certification. Elle montrait aussi la photo ensuite là-haut en disant les agents du changement, c'est aussi les gens qui nous appuient depuis les Amériques, depuis l'Europe, depuis l'Asie, qui consomment nos produits. Nous, notre lutte, c'est ça, c'est de faire du commerce équitable pour améliorer nos conditions de vie. Elle disait tout à l'heure, c'est des femmes analphabètes, etc., qui ont en fait travaillé dans l'artisanat pour assurer leur bien-être. Donc c'est ça, c'est vraiment leur lutte à elles, c'est à travers le commerce équitable. Bueno, yo creo que sin apoyo de CICE, sin apoyo de OFSAN, sin apoyo de CPM de Italia, de GEPA de Alemania, la ARDI, que era el primero que nos trajo a conocer a Canadá, una estrella que nos abrió las puertas, ¿no? Entonces, sobre eso nosotros, las mujeres, porque en la asociación somos más de 300 personas, pero el 85% somos mujeres. Entonces, esto nos ayudó a decir, existimos nosotros también, que la lucha y la fuerza en mi país es muy dura para las mujeres, y con estos apoyos nosotros podemos salir adelante. Además, aceptaron en varios países, como en Canadá, en otros, nuestros valores, nuestros principios, nuestra cultura, nuestro entusiasmo. Aquí, en la otra, ahí lo ven ustedes, el folclore, nuestros principios, nuestros bailes. Cuando Solange en la ciudad del Alto vivía en el Alto, en su casa hemos bailado con la hoja sagrada, hoja de coca, para bailar, para danzar así. Te vas a acordar, Solange. Bon, alors où on en était? Oui, si, c'est ça. Donc elle dit, bon, il y a beaucoup d'organisations qui nous ont appuyés, il y a eu ceci, il y a aussi nos acheteurs comme CTM en Italie, les Allemands, etc. On se souviendra toujours que les premiers qui nous ont appuyés, c'est l'AIDI, donc anciennement Agence canadienne de développement international, qui en fait nous ont fait connaître au Canada pour qu'on reçoive ensuite d'autres appuis. Donc ça a été pour nous le début d'une collaboration comme ça qui nous a permis de grandir. Et puis aussi nous affirmer comme femmes, parce que la condition des femmes est très difficile en Bolivie. Donc le fait d'être passé par là, on a pu s'affirmer, montrer qu'on était capable, et aussi au final, la fin c'était sur... Exporter la culture, de pouvoir exporter la culture, de pouvoir partager la culture. Ah oui, voilà la photo, voilà. Donc c'est important aussi pour elles, identité culturelle, donc de partager leur culture autochtone. Donc là elles sont à El Alto et puis bon, on les voit juste en vêtements, mais elles parlaient aussi des danses qui sont faites, donc pour montrer leurs valeurs, pour montrer leurs principes. C'est très très important de porter l'identité culturelle aussi pour elles. Quisiera dejar como mensaje a este foro, estoy muy feliz, el comercio justo, economía solidaria, va a presentar una carta. Esa voz llevaré yo a Bolivia,
muchas mujeres estaremos contentos. Pero también quisiéramos decir, y mi organización me manda a decir, con comercio justo y con nuestras manos que pueda unirnos entre la sociedad, la amistad, el trabajo, es posible otro mundo. Muchas gracias por escucharme. Donc Antonia concluait en disant, ici au Forum social mondial, c'est vraiment un espace où on parle de commerce équitable, où on parle d'économie solidaire. Ça fait déjà, donc c'est la deuxième journée où on échange sur tous ces thèmes-là. Il y a plein d'ateliers sur ces thèmes. Et puis notamment, il va y avoir une charte qui va être présentée, en tout cas une ébauche de charte demain, j'en profite, à l'Assemblée de convergence sur le commerce équitable. Donc c'est vraiment une très belle opportunité et elle veut ramener ça dans son pays, parler de ça donc avec les autres femmes, donc pour continuer d'aller de l'avant avec le commerce équitable. Donc elle vous remercie aussi toutes et tous d'être là, puis de faire partie quelque part de ça en appuyant le mouvement. Merci beaucoup, Antonia. Je pense que c'était une illustration très, très extraordinaire. Les artisanes, pour en avoir côtoyé plusieurs, on parle justement de personnes marginalisées. Antonia le dit, ce sont principalement des femmes qui ont moins accès aux ressources. Et donc, c'est là où les ONG de développement international viennent justement aller permettre à ces femmes-là d'avoir une opportunité, de développer cette opportunité qui ensuite peut se développer en commerce équitable et devenir autosuffisant à travers la vente des produits équitables. Donc, j'aimerais, Erika, que tu nous présentes justement ce travail-là que tu as pu faire auprès des femmes de Bolivie en tant que coopérante volontaire là, pour le CECI. Muchas gracias, Antonia, para tu présentation. Oui, donc mon nom, c'est Erika Massoud. J'ai fait un stage Québec sans frontières l'été passé, en 2015, avec le CECI, le Centre d'études en coopération internationale. Et je vais parler un peu de mon expérience en tant que coopérante volontaire avec le CECI. Et aussi parce qu'on travaillait avec des artisanes dans le secteur du commerce équitable. Je vais vous partager un peu nos réalisations et le projet qu'on a pu mener avec le partenaire local de la Bolivie à La Paz. Donc, c'est ça, mon stage QSF s'insère dans le cadre du programme Uniterra, du CECI et de l'UMC, qui est un programme de coopération volontaire et qui cible surtout les jeunes, puisque c'est aussi le programme Québec sans frontières, entre 18 à 30 ans. Et puis, notre projet spécifiquement se basait à La Paz, d'où vient en fait Madame Antonia, donc de El Alto, la communauté d'El Alto. Et on travaillait avec l'organisation locale qui s'appelle la Red OEPAIC, donc la Red de Organizaciones Económicas de Productores Artesanos y Artesanas con Identidad Cultural. Donc, les organisations économiques de producteurs et artisanes avec une identité culturelle. Et avec cette organisation-là, ils ont identifié le besoin de former leurs jeunes artisans sur les outils technologiques qui pourraient les aider à mieux vendre ou market leurs produits au niveau local, tant au niveau international. Donc, avec mon groupe, donc vous pouvez peut-être pas vraiment voir, mais le groupe à l'arrière, c'est le groupe qu'on est parti l'été passé, Québec sans frontières, pour donner des formations en partenariat avec la Red OEPAIC, l'organisation locale. Et l'organisation du Nord, donc, qui organisait des formations, on a fait 1 an de formation avant de partir en Bolivie. C'était Femmes International, en collaboration aussi avec le CECI. Ils nous donnaient des formations sur le marketing et la vente, etc. Donc, pour vous présenter un peu le partenaire local en Bolivie, c'est la RED. Ça, c'est une carte qu'ils avaient dans leur bureau à La Paz. Ils travaillent vraiment avec beaucoup de groupes, différents groupes d'artisans. Et dépendamment de la région, l'artisanat va être différent aussi. C'est ça qui est intéressant. On a pu visiter une boutique à Potosí, donc au centre de la Bolivie, ainsi qu'à La Paz, c'est à centre à l'ouest. Et c'est ça, on a pu rencontrer différents groupes d'artisans. On travaillait surtout avec des jeunes femmes artisanes de la région de La Paz, mais qui venaient aussi de d'autres régions, qui se sont déplacées à La Paz pour venir faire les formations.
Donc, on a pris plusieurs photos et ces photos font partie d'une exposition qu'on a créée suite à notre projet tout le cycle, en fait, de production de la laine d'alpaca. Donc, vous pouvez voir ici, une artisane travaille avec la laine d'alpaca pour le transformer à un produit équitable. Ils utilisent aussi des teintures naturelles, donc ce n'est pas seulement le commerce équitable, c'est aussi l'inclusion de pratiques éco-responsables dans le cadre de leur travail. Et vous voyez à la droite, c'est aussi une photo de la laine d'alpaca qui a été tissée et qui a été teinte de manière naturelle. Donc, voici une autre photo des femmes artisanes. Donc, plus précisément, comment on a mené ces formations, c'était avec l'arrêt de EPAIC. C'est eux qui étaient en contact avec les jeunes artisans et on a créé différents groupes, différents niveaux de formation pour pouvoir enseigner divers outils technologiques. Donc, il y avait des jeunes qui étaient déjà formés en Excel, Word, etc., Publisher. C'était plutôt de faire des formations sur Photoshop et des outils plus avancés. Et il y en a d'autres qui ont commencé de la base. Et ça, c'était un besoin qui était identifié par la RAID parce qu'ils veulent de plus en plus implémenter des manières de communiquer, des outils informatiques que les artisans puissent utiliser pour pouvoir vendre leurs produits non seulement en Bolivie, mais à l'international aussi. Et voilà quelques types de produits que les groupes d'artisanes avec lesquels on travaillait ont produits. Et aussi, la RAID avait plusieurs aspects à leur projet. Donc oui, ils soutenaient les artisanes, ils offraient des formations. J'ai pu assister à des formations qu'ils offraient aux femmes artisanes. Mais aussi, ils font du plaidoyer auprès du gouvernement et ils font partie d'un regroupement de différents acteurs du commerce équitable en Bolivie qui inclut le secteur du cacao, du café et même des noix. Et ils sont en train de se regrouper pour pouvoir pousser une certification du commerce équitable en Bolivie. Donc, ils font aussi du travail de plaidoyer. Ils organisent notamment aussi des foires intégrarté, par exemple, des foires artisanales, où les artisans ont la chance de vendre ces produits-là. Donc ça, c'est un peu mon expérience en Bolivie avec la RAID. De retour de la Bolivie l'été passé, j'ai pu travailler avec Femmes Internationales, qui est une organisation qui a pour mission l'autonomisation des femmes et des filles d'ici et d'ailleurs. Et on offre des formations, notamment aux femmes artisanes qui désirent créer leur propre entreprise éco-responsable. Et on a aussi une boutique Femmes Internationales a démarré un projet de boutique éthique à Montréal qui s'appelle la boutique éthique sur la rue Saint-Hubert. Et éthique en partenariat avec Femmes Internationales ainsi que le Ceci. On va organiser un défilé de mode éthique. Comme ça, vous pourrez voir quelques produits de la Bolivie, notamment, il va y avoir des produits de l'association d'Antonia, ainsi que des produits de la boutique éthique sur Saint-Hubert. Donc, on travaille avec différents groupes d'artisans. On les aide à accéder au marché canadien et au marché international pour qu'ils puissent vendre leurs produits du commerce équitable. Merci. Merci beaucoup, Erika. Merci, Lise. Donc, je pense qu'Erika illustre justement à elle seule le travail important du commerce équitable qui se fait autant au sud auprès des producteurs qu'ici au nord auprès des consommateurs, auprès de la société civile pour les amener à poser des gestes à travers l'achat de produits équitables, donc ce que fait FEM avec leur nouvelle boutique. Je pense qu'un exemple très probant de tout ce travail au nord et au sud, mais surtout en France, c'est la Fédération justement Artisans du Monde dont Lise représente aujourd'hui. Merci beaucoup. Hop là, c'est bon. Tac, je ne suis pas trop habituée au micro. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour de ce qui se fait un petit peu en France. Donc je m'excuse, je vais être assez caricaturale puisque le temps est court. Mais je pense qu'il y a ces tendances-là, on va les retrouver aussi à des échelles plus internationales. Donc on a deux stratégies un petit peu en France sur le commerce équitable. Historiquement, la première qui est arrivée, c'est une vision très militante du commerce équitable en réaction à beaucoup d'injustices et c'est né principalement avec l'artisanat. C'était les grandes inondations au Bangladesh, le soutien à des artisans qui étaient sous les dictatures en Amérique latine. Voilà, donc on a commencé à importer ces produits et à les distribuer en tant que citoyens dans des petits points de vente avec un message politique fort aussi par rapport à ces personnes
personnes qu'on avait envie de soutenir, à ce commerce inéquitable qu'on avait envie de dénoncer. Et puis voilà, le produit, à la limite, était plutôt un soutien, une illustration du combat qu'on voulait mener. Mais progressivement, la question des débouchés pour ces artisans, pour ces producteurs s'est posée. Donc le commerce équitable a commencé à se développer. Les petites boutiques se sont développées, se sont professionnalisées. Sur l'artisanat, et en tout cas sur ce qu'on appelle la filière intégrée, qui a une approche plutôt globale du commerce équitable, à considérer que les distributeurs aussi sont des acteurs de commerce équitable. On s'appuie principalement sur un réseau d'économie sociale et solidaire, de petites boutiques, et c'est là où vont trouver les débouchés de l'artisanat. Ça, c'est une approche au niveau de la garantie qui est plutôt celle de la garantie organisation. On est une organisation de commerce équitable. Après, peut-être, on ne vend pas que à des acteurs de commerce équitable, mais tout ce qu'on produit est bien équitable. Il y a une autre logique qui s'est mise en place une dizaine d'années après. Donc voilà, la filière intégrée, c'est les années 70. Une dizaine d'années après, on a eu cette volonté d'augmenter les débouchés. Donc pour augmenter les débouchés, il faut aller voir qui sont les acteurs économiques. Donc on est allé voir les grandes multinationales, on est allé voir les grands distributeurs pour essayer de l'intérieur de faire changer les pratiques. C'est comme ça que sont nées les filières plutôt certifiées pour essayer de faire rentrer le commerce équitable dans ces... Et on est plutôt sur des produits souvent agricoles. On a le coton, on a le café, tout ça, mais qui vont plutôt servir à l'industrie agroalimentaire. Et là, on est plutôt dans une approche produit. Moi, quand je suis arrivée à Artisans du Monde en 2005, il y a eu un grand vote sur est-ce que les produits Artisans du Monde doivent aller dans les grandes surfaces en France, les supermarchés qui sont assez durs dans leur rapport aux producteurs. Mais il y a eu ce grand vote, il y a eu un grand débat, puis il y a eu un vote très clair d'Artisans du Monde de dire, c'était 95% je crois des votes, de dire nous on ne veut pas vendre en grande surface nos produits, on veut vendre ça dans nos réseaux de distribution. C'était un choix politique parce qu'on était engagé dans des campagnes pour dénoncer les multinationales, donc ça nous gênait un peu d'en profiter pour vendre nos produits, mais c'était aussi un choix politique par rapport au soutien de l'artisanat. C'était l'identité d'Artisans du Monde, c'était les problématiques qu'on avait envie de soutenir, et l'artisanat, il n'a pas spécialement sa place au niveau des standards, des normes, tout est pareil. Voilà, donc il fallait trouver ces filières de distribution qu'on voulait renforcer, c'est celles qui pouvaient permettre à l'artisanat de se développer. Un petit mot sur la logique en fait d'Artisans du Monde. Notre identité, c'est celle d'une approche du commerce équitable qui est exigeante et militante. C'est-à-dire qu'on va baser notre action sur 3 actions complémentaires. On a la vente des produits, donc le débouché commercial, c'est important quand on est dans le commerce équitable de pouvoir montrer que ça marche de faire autrement. Il y a l'éducation, alors on est dans un projet, une dénomination plus globale qui est l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. On n'est pas que sur le commerce équitable. C'est l'idée de dire, pour comprendre le commerce équitable, il faut avant tout comprendre le commerce, il faut comprendre l'agriculture, il faut comprendre les droits humains, il faut comprendre les problématiques hommes-femmes. Enfin voilà, et toutes ces thématiques-là font qu'à un moment donné, on est plus conscient et le commerce équitable peut apparaître comme une alternative intéressante. Mais la base de conscience, elle est importante. C'est celle qui va permettre que le consommateur ne va pas être que dans un achat peut-être de bonne conscience ou j'ai vu une jolie pub, mais d'engager une consommation responsable à tous les niveaux, pas que sur les produits qui viennent du Sud. L'éducation, elle est aussi support de la 3e activité qui est celle du plaidoyer politique, de dire il faut qu'on développe le commerce équitable, il faut qu'on défende ce commerce équitable, mais si on veut changer la donne, il faut surtout qu'on fasse changer le commerce international tel qu'il est. Et donc là, on est vraiment dans une approche qu'on connaît bien dans les forums, très altermondialiste, anti-libérale, et d'essayer de créer d'autres modèles. Donc le commerce équitable fait partie des alternatives de l'économie sociale et solidaire aux côtés d'autres. Et donc les campagnes de plaidoyer s'adressent aux citoyens et pas que aux consommateurs qui entrent en nous, pour qu'ils puissent participer politiquement à ce combat-là aussi, en s'engageant à tous les niveaux. Au niveau des enjeux un petit peu qu'on a, je vais focaliser sur 2 enjeux. Donc il y a la question de la commercialisation. On est quand même dans des débouchés très restreints avec nos 150 petites boutiques. Donc c'est par rapport aux défis de débouchés qu'il faut trouver. Donc une orientation qui est en train de se faire en France, c'est comme on a décidé de ne pas travailler avec la grande surface, d'aller travailler avec les autres acteurs de la transition. Et on se rapproche beaucoup des circuits courts en France, donc des producteurs locaux, de la paysannerie française qui résistent, qui essayent aussi de trouver des débouchés. Et on commence à aller dans l'idée d'avoir des espaces communs, des espaces de transition où je vais pouvoir trouver mes produits équitables, je vais pouvoir trouver mes produits locaux, je vais pouvoir trouver ma banque solidaire, je vais pouvoir trouver mon fournisseur d'énergie renouvelable, voilà, des espaces de transition.
En France, dans les acteurs du commerce équitable, ce qui porte aujourd'hui le marché, c'est le marché du bio, hein, on en a parlé un petit peu. Tous les produits bio ne sont pas équitables et vice-versa, mais dans les acteurs de la filière intégrée, quasiment tous les produits sont bio, ou en tout cas, ils sont d'agriculture biologique, même s'ils ne sont pas toujours certifiés à cause des coûts de certification. Donc, le marché du bio fait que ça se développe beaucoup. Après, c'est pareil dans le bio. Il y a le bio qui vient de l'économie sociale et solidaire, et puis il y a le bio des supermarchés. Donc, voilà, on reste quand même sur nos critères à la base. Et puis, il y a la commande publique. Il y a le fait que l'État, les collectivités territoriales, c'est des consommateurs, c'est les achats publics, les cantines scolaires, les vêtements des fonctionnaires. Donc ça, c'est des marchés énormes qui ont du sens politique aussi. Donc on essaye d'investir. Et un dernier mot, j'espère avoir pas trop dépassé, sur les enjeux d'éducation et d'engagement. Donc au niveau de notre pratique d'éducation, on va intervenir dans différents milieux d'éducation. C'est vrai que l'espace scolaire, qui est un milieu captif, est un espace qui est très investi, mais on est dans une approche d'éducation populaire tout au long de la vie, et aussi d'axer le fait que si on veut agir pour le commerce équitable, on peut agir, mais même si on ne consomme pas forcément équitable, parce que avoir toujours la consommation en première moyen d'action, ça exclut un certain nombre de personnes qui n'ont pas de pouvoir d'achat, qui sont éloignées de ces produits. Et donc, s'engager en tant que bénévole, s'engager en s'informant, en informant ses proches, c'est déjà une action pour le développement du commerce équitable. Et au niveau du renouvellement un petit peu du bénévolat, puisqu'on est sur une base militante, hein, on a 6000 bénévoles. Il y a des bénévoles à l'Artisan du Monde, ils ont commencé il y a 40 ans, ils sont toujours là, donc ils vieillissent un petit peu. Et, comment mobiliser des nouvelles générations sur le fait que, avec un engagement qui, vendent des produits dans une boutique qui leur correspond pas forcément. Donc, de viser d'autres types d'engagements, et on essaye d'associer du coup les jeunes aussi sur la recherche d'emploi et la création d'activités économiques, donc en se basant sur les systèmes de volontaires aussi en France. Donc vous avez un petit peu des images pour voir, il y a le bénévolat où on est en train de vendre ses produits, mais il y a aussi le théâtre, des jeux d'éducation populaire, des actions de rue. Donc voilà, montrer aussi la diversité des engagements qu'on peut avoir dans le commerce équitable. Merci beaucoup, Lise. Ça va ? Je pense que si on peut retenir quelque chose, c'est de voir comment c'est divers, le commerce équitable. Il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs acteurs différents qui ont une approche différente, mais tout ça pour le même but toujours, c'est de pouvoir soutenir les producteurs qui sont à la base et aussi changer les pratiques au Nord. Je pense qu'Artisans du Monde l'a bien montré, Lise l'a bien montré. Il y a tout un aspect de mobilisation, un aspect même de plaidoyer pour que les lois puissent changer, pour qu'on puisse éventuellement changer ce système-là. Démontrer que l'alternative fonctionne et aussi utiliser l'alternative pour avoir un pouvoir d'influence pour changer l'ensemble du système éventuellement. Puis je pense que Lise l'a bien illustré là, dans les différents objectifs de l'Artisan du Monde. Ce n'est pas juste de vendre des produits, mais c'est que ces produits-là et cette action-là puissent avoir une influence sur les changements plus tard. Donc, on a beaucoup parlé d'artisanat ici, et là, on s'emmène sur un autre plateau qui est la partie des produits alimentaires. Donc, Santiago, je t'invite à venir nous parler de la coopérative Norandino qui fait non seulement du cacao, mais aussi du café et de la panela, donc du sucre équitable. Bueno, muy buenos días, ya me presentaron. Mi nombre es Santiago Paz, yo soy el gerente comercial de la cooperativa agraria Norandino, que agrupa a 7,000 productores de café, de cacao y de panela, que es azúcar integral. Bonjour, alors je m'appelle Santiago, je suis le gérant commercial de la coopérative Norandino qui regroupe 7,000 petits producteurs de café, de cacao et de panela, qui est une forme de sucre transformé. La panela, comment la describirías? Azúcar intégral, donc sucre intégral. Oui, il n'y a pas de texte, hein, donc la traduction, je vais faire ce que je peux. Entonces, nosotros estamos en 6 regiones en el norte del Perú y vendemos 2,000 toneladas de café, vendemos 1,500 toneladas de cacao y 1,500 toneladas de panela. Donc, on est dans cette région du Pérou. On vend 2,000 toneladas de café, 1,500 tonnes de cacao et 1,500 toneladas. Et 1,500 tonnes de panela. Nosotros tenemos una planta que selecciona el café para exportación.
Es una planta que selecciona 6,000 toneladas y cuyo costo es 7 millones. Ok, donc, on a une usine qui s'occupe de la transformation. Et bon, c'est beaucoup de quantité, là, qui... 2 millones de dólares también en una planta de panela y estamos iniciando un proyecto de pasta de cacao donde vamos a invertir también 3.5 millones de dólares. Donc, on a investi 2 millions de dollars dans une usine de panela. Et là, on va investir un autre 3 millions et demi dans... Une usine de liqueur de cacao. Lo digo esto porque nosotros trabajamos con 3 productos que son commodities. El café, el cacao y el azúcar son commodities que su precio lo fija la bolsa. Y entonces yo creo que la pregunta es, ¿cómo hace una cooperativa en este mundo globalizado, competitivo, para poder competir y para poder sobrevivir? Oui, donc c'est plus facile. Muy bien. Donc, en gros, il dit ça parce qu'il travaille avec des commodités, non? Qui sont le café, le cacao, la panela, le sucre. Et donc, finalement, il s'insère dans un système qui est notamment grandement affecté par le système de la bourse. Et donc, la question pour lui, c'est comment est-ce qu'une coopérative qui travaille avec ces commodités-là peut s'insérer finalement dans ces grandes relations de pouvoir qui sous-tendent finalement le commerce de ces commodités. Entonces, ustedes saben que tenemos un contexto mundial y ese contexto todo ha ido hacia la concentración. En cacao solamente 3 empresas controlan el mercado mundial y en café son solamente 5 empresas que controlan el mercado mundial. Donc, on sait qu'on est dans un contexte mondial qui a vraiment une tendance vers la concentration des pouvoirs, c'est sous-entendu. Et donc, dans le cas du café, par exemple, on parle de 3 compagnies qui concentrent l'ensemble du commerce mondial et au niveau du sucre. Café. Du café, on parle de... Donc, 3 de café et 5 de cacao. 5 entreprises, donc, qui concentrent le marché. Entonces nosotros como cooperativa, nuestra primera estrategia, que si bien es cierto, somos muy pequeños agricultores, pero en conjunto queremos ser una cooperativa fuerte, una cooperativa grande, porque no hay que olvidar que estamos en este contexto, que no somos, el comercio justo no es una isla, estamos en este contexto de mercado. Donc, même si à la base, on parle de petits producteurs, ils ont vraiment l'ambition de devenir une grande coopérative, une grande entreprise, parce que, bon, ça reste une coopérative, mais dans le sens un grand acteur, parce qu'ils s'insèrent dans ce contexte où finalement, ils doivent compétitionner finalement avec de très gros acteurs. Entonces nosotros tenemos que aprovechar, digamos, las tendencias que hay en el mercado. Tenemos que estar muy atentos a las tendencias que hay en el mercado y por suerte no solo es cantidad, no solamente es cantidad, sino que hay tendencias que nos permiten o que son una oportunidad para cooperativas, para organizaciones como las nuestras. Et donc, pour ce faire, donc pour devenir un acteur compétitif dans le cadre du marché actuel, du contexte actuel, ils doivent être très attentifs aux tendances. Il dit que justement, un peu par chance, les tendances ne sont pas juste au niveau de la quantité, il y a aussi certaines tendances réellement au niveau de la qualité. Et donc, c'est vers ces tendances qu'il se dirige. Là, il va continuer dans ce domaine. Una de las tendencias, y por eso me hubiese gustado hablar hoy día sobre cacao, es que la gran concentración que hay no permite la trazabilidad en el cacao. En el cacao solamente el 1% del chocolate es de calidad. Donc, une des tendances, particulièrement dans le domaine du cacao, c'est qu'il y a vraiment un problème au niveau de la traçabilité. Et il explique que 1 seul % du cacao, on arrive à le retracer, est un cacao de qualité. On peut vraiment... En cacao lo que está sucediendo es realmente grave, es realmente un escándalo, porque por un lado ingresa el cacao y por otro lado sale la pasta de cacao, pero el procesador no puede garantizar
Si yo le entrego un cacao, no puede garantizar que la pasta provenga de mi cacao. Donc, ce qu'il explique, c'est qu'il y a vraiment un scandale, il y a vraiment quelque chose de grave qui est en train de se passer dans le domaine du cacao. Parce que d'un côté, on a donc le producteur qui donne le cacao, de l'autre côté, celui qui... il y a toute la transformation finalement en pâte de cacao et le produit de pâte de cacao qui sort. Mais ce qu'il dit, c'est que celui qui est de ce côté-ci ne peut pas garantir finalement il ne peut pas garantir vraiment la traçabilité de son cacao dans ce processus de transformation. Donc, est-ce que c'est vraiment son cacao? Lo que yo he aprendido, a diferencia del café, casi todo el cacao es un mercado de mala calidad. Chocolate de muy mala calidad. Yo he visto los cerros, las montañas en Ámsterdam de chocolate, de cacao podrido, ¿ya? Entonces, claro que hay unos, como no estoy generalizando, como la siembra, digamos como muchos otros que voy a hablar, que sí, digamos, tienen trazabilidad, pero casi todo el mercado funciona con cacao basura, disculpen que les diga así, pero ese es casi todo el chocolate que se come en el mercado. Bon, ce qu'il dit, c'est que vraiment, dans le cadre de ce gros problème de traçabilité, la plupart, la grande majorité du cacao qui est sur le marché est du cacao, entre guillemets, poubelle. Et vraiment, il dit qu'il l'a vu de ses propres yeux, que réellement, la majorité du cacao qui transite sur le marché, notamment à cause du problème de traçabilité, n'est pas un cacao de bonne qualité. Entonces, eso inclusive en el cacao hay lo que se llama balance de masa, que inclusive FLO lo permite, el balance de masa. El balance de masa, ¿qué significa? Que hay un control simplemente en el papel. ¿Ya? Que un producto que se compra como convencional se puede vender como comercio justo, y un producto que se compra como comercio justo se puede vender como convencional. ¿Cómo se llama eso? Donc, il parle d'un problème de balance de masse. En gros, que finalement, on parle vraiment d'une certification qui est sur le papier, non, et d'une traçabilité qui est sur papier. Donc, ce qu'il dit, c'est que comment est-ce que c'est possible que finalement un produit qui soit produit conventionnel soit vendu équitable, ou qu'un produit équitable soit vendu conventionnel. Et là, il demande comment est-ce que ça s'appelle. Por ejemplo, en Alemania, la empresa más famosa en el orgánico, yo he hablado con ellos. ¿Cómo es posible que venden orgánico, la empresa de mayor prestigio en Alemania y en el mundo, y ellos no saben de dónde viene su cacao? L'entreprise en Allemagne qui a le plus grand prestige, la plus grande entreprise prestigieuse en Allemagne, comment est-ce que c'est possible una empresa orgánica? Sí, estable, sí. De comercio justo. Bueno, otra certificación que no es comercio justo. Bueno, une grande entreprise prestigieuse en Allemagne qui a une certification qui n'est pas comercio justo, mais qui a une certification. Il dit comment est-ce que c'est possible qu'ils ne savent pas d'où vient son cacao. Su procesador tampoco sabe de dónde viene el cacao. Donc, son transformateur ne sait même pas non plus d'où vient le cacao. Y ni siquiera la empresa que procesa no sabe al final ni qué cacao le está vendiendo. La même chose pour l'usine de transformation. Entonces, para nosotros esa es una tendencia, ¿no? Si la juntamos con otra tendencia que ustedes saben que la gente está cansada de comer comida industrial, comida sin sabor, comida sin aroma. Donc ça, c'est une première tendance. Et là, en plus, si on combine cette tendance avec l'autre tendance qui est celle de finalement l'alimentation industrielle, sans saveur, sans arôme, dans grosse production de masse. Entonces nosotros para poder competir, para poder sobrevivir, bueno, ya les dije la primera estrategia, tenemos que ser fuertes. La segunda estrategia es calidad. Nosotros ofrecemos un producto cacao que tiene sabor, cacao que tiene aroma, son cacaos de variedades antiguas, es un cacao blanco que tenemos nosotros ahí, es un cacao blanco, es un cacao raro que casi no existe en el mundo y es utilizado para producir los chocolates de muy alta calidad. Donc, une des stratégies, c'est de s'unir, d'être fort. L'autre stratégie, c'est celle qu'il avait déjà mentionnée. Et l'autre stratégie, c'est vraiment la question de se concentrer sur la question de la qualité. Donc, il explique que son cacao est un cacao fin, un cacao rare. Là, je pense que j'ai oublié quelques-unes des
C'est surtout un cacao blanc qui est assez rare au Pérou, une variété très ancienne, et donc ils arrivent à se distinguer de cette façon. Entonces, ustedes saben, y el tema es tan amplio, que hoy día el comercio justo ya no es tan justo. Que tenemos dos tipos de comercio justo. Tenemos un comercio justo light, o no sé cómo se puede llamar, y tenemos un comercio justo verdadero. Et donc on a deux types de commerce aujourd'hui, deux commerces équitables, non? Un commerce équitable qui est réellement équitable, et non, un commerce équitable qui est léger, dans le sens light, désolé pour l'anglicisme, mais il l'utilise lui-même. Et deuxièmement, un commerce équitable qui finalement les réellement. Entonces nosotros, para poder sobrevivir, lo que estamos buscando son aliados del comercio justo verdadero. Donc ce qu'on cherche pour pouvoir survivre, c'est finalement des alliés dans le commerce équitable vrai, authentique. Entonces tenemos aliados, por ejemplo, en Canadá, tenemos aliados como La Siembra, en Estados Unidos tenemos aliados como Equal Exchange, tenemos aliados como Teo Chocolate, tenemos aliados en Francia como Valrhona y muchos otros. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on cherche des alliés, donc on a des alliés comme La Siembra, comme Equal Exchange aux États-Unis, comme Valrhona en France, et je pense j'en oublie un, et Teo Chocolate aux États-Unis. Entonces nos interesa, digamos, la relación lo más directo posible con este tipo, por ejemplo en chocolate, con este tipo de chocolateros que están preocupados o que les interesa el tema de trazabilidad. Y también algo curioso en chocolate, a diferencia del café, el chocolate todavía es un producto de lujo, es un producto del romántico, es un producto de los enamorados. Entonces lo interesante es en el chocolate, es que muchas veces el chocolatero tiene margen. Hay chocolateros que dicen, a mí no me interesa el precio, me interesa la calidad. Entonces con esa, digamos, aprovechamos esas tendencias que hay en el mercado. Oui, donc le début, c'était, en gros, ce qu'il dit, c'est que finalement, le chocolat, c'est encore un produit d'amoureux, un produit romantique, un produit de... Et donc, lui, il cherche finalement ces personnes qui veulent payer cette valeur ajoutée pour un produit réellement de qualité. Mais il y avait un petit quelque chose au début. Oui, voilà, qui ne s'intéresse pas au prix, qui peut aller finalement au-delà de ça pour rentrer dans la question de la qualité. Trabajamos con otro producto que es la panela. Yo siempre digo que la panela es un producto realmente de lujo. Es un producto muy interesante porque es producido por los productores más pobres. Los productores, alguien que se conoce, sabe desarrollo, son los productores que están en la última escala de la ciudadanía. Donc, il travaille avec un produit en particulier qui, selon lui, est vraiment un produit de luxe, un produit de qualité, parce qu'il parle de la panela. Il dit que ceux qui produisent la panela, c'est réellement les marges les plus pauvres de l'échelle de la société, ¿no? Entonces son productores, tienen alcohol, en la noche hacen hijos, no tienen educación, tienen productores que tienen como 10 hijos, son productores que todo el tiempo están tomando alcohol, trabajaban casi alcoholizados. Il dit que c'est des producteurs qui sont vraiment touchés par de forts problèmes d'alcool, qui ont plusieurs enfants, qui vont jusqu'à travailler alcoolisés. Son productores que no tienen vías de comunicación, que no están capitalizados. Ce sont des producteurs qui n'ont pas de voie de communication, qui ne sont pas capitalisés, formés. Ah, capacitados o capitalizados? Capacitados también. Qui ne sont pas formés. Entonces, en condiciones normales, estos productores no podrían estar en el mercado. Donc, dans des conditions normales, ils ne pourraient jamais être dans le marché. ¿Cuál es el milagro? El milagro es el producto. C'est quoi le miracle? Le miracle, c'est le produit. Es un producto de muy alta calidad, es un producto más que un azúcar, es un alimento. C'est un produit de très haute qualité, plus que du sucre, c'est un aliment. Es un producto que tiene un sabor, que tiene un aroma especial y eso va con la tendencia del mercado. C'est un produit qui a une saveur, qui a un arôme spécial, et ça, justement, ça va avec cette tendance du marché. Es un producto que los canadienses tienen que pagar precios muy altos a la siembra. C'est un produit pour lequel les Canadiens, les Québécois, tout le monde,
Pero lo interesante, y porque lo vendemos en Francia, lo interesante es que no lo compran por solamente por la solidaridad. Lo interesante es que lo compran por la calidad. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous ne l'achetez pas pour la solidarité. L'intéressant, c'est que vous l'achetez pour la qualité du produit. Y justamente esos precios muy altos que se pagan permiten que este tipo de productores puedan estar en el mercado. Et justement, ces prix très élevés qui se paient permettent à ces producteurs des franges les plus marginalisées d'entrer dans le marché. Yo les puedo hablar porque el comercio justo, digamos, tiene muchos impactos sociales, hay impactos económicos, hay impactos de carácter político. Je peux vous parler de plein de choses parce que là, on voit que le commerce équitable a des impacts au niveau social, économique, politique. Hoy día hay una crisis en el comercio justo. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une crise avec le commerce équitable. Yo lo que puedo decir que la contribución, y eso es lo que no se entiende muchas veces desde el norte, la contribución más importante del comercio justo debe ser el fortalecimiento de las organizaciones de productores. Et justement, là, il dit que souvent, on ne comprend pas ça assez rapidement dans le Nord, que la contribution première qu'on doit faire au commerce équitable, c'est la question du renforcement des producteurs. Hay un tema que nosotros hemos desarrollado también, es el tema de incidencia política. Il y a un autre thème qu'on a vraiment développé, c'est celui de l'incidence politique, advocacy. Por ejemplo, la vicepresidenta de Perú fue de nuestra organización. Pardon. La vicepresidenta de Perú fue de nuestra Ah organización. oui, donc la vice-présidente du Pérou a été partie de leur organisation, a fait partie de leur organisation. Ustedes saben que todo el mundo ahorita gira a la derecha, no sé cómo está Canadá, pero toda América Latina y yo creo que Bolivia, con respeto de la compañera, pero Ecuador, todo va a girar a la derecha. Eso es, digamos, mi análisis de contexto, ¿no? Il parle de son analyse de contexte qu'en ce moment tout tourne vers la droite en Amérique latine, on le voit particulièrement avec les tendances des nouveaux gouvernements élus. Entonces, en el Perú se aplica el capitalismo salvaje, un neoliberalismo en todo el extremo. Au Pérou, vraiment, c'est un capitalisme assez sauvage qui s'applique au niveau de néolibéralisme, d'une exploitation quand même très élevée à tous les niveaux. Pero de todas maneras quedan espacios. Nosotros, por ejemplo, estamos ahora ejecutando proyectos del gobierno por alrededor de $5 millones y creo que vamos a seguir ejecutando más proyectos. Il dit que quand même, il reste des espaces, puis qu'en ce moment, ils sont en train d'exécuter des projets du gouvernement à une échelle de $5 millions et qui vont continuer 5 milliards, $5 millones. 5 millions de dollars, et que finalement, ils vont continuer à exécuter des projets dans le cadre du gouvernement. Entonces yo creo que finalmente mi mensaje para ustedes, porque lo que hace el neoliberalismo es destruir las organizaciones, destruir el tejido social, yo creo que la contribución más importante del comercio justo debe ser el fortalecimiento de las organizaciones, el fortalecimiento de la sociedad civil. Merci beaucoup. Il dit que finalement son message face justement à cette tendance du néolibéralisme qui est en train de finalement défaire tout le tissu social, défaire un paquet du travail que le commerce équitable est en train de construire depuis des années. Ce sur quoi il pense qu'il faut vraiment mettre l'accent, c'est le renforcement du producteur et du tissu social et des organisations qui sont autour de cette cause. Yo podría hablar 7 horas con ustedes, pero lamentablemente aquí te dicen 5 minutos y si yo a los 5 minutos yo creo que tengo cargo de conciencia porque digo, bueno, me tomó una cerveza, no pago pero ni una cerveza con 5 minutos. Yo tengo un cargo de conciencia y disculpen que haya abusado un poquito del tiempo, ¿no? S'excuse d'avoir abusé du temps. Et c'était vraiment le renforcement des organisations qui travaillent dans le commerce équitable. Gracias, Santiago. Ces organisations-là sont elles-mêmes des agentes de développement dans leur pays. Au-delà de la prime équitable, au-delà du prix équitable qui est payé, elles-mêmes font du travail extraordinaire auprès de leurs producteurs et dans leur communauté. Je pense que Santiago l'a exprimé aussi. Il y a plus de 5 millions de dollars qui ont été canalisés à travers l'organisation des fonds du gouvernement pour mettre en place des projets de développement dans leur région. Donc, ces organisations-là, c'est vraiment la force du commerce équitable. Et merci, Santiago, d'avoir fait un plaidoyer dans cette direction-là. Donc, un des partenaires, bien sûr, de Norandino, c'est la coopérative La Siembra, basée dans la région d'Ottawa, dont Martin, ici, représente. Donc, je vais le laisser présenter La Siembra Camino. Merci Eric, bonjour tout le monde. Merci Antonia, Erika, Lise, Santiago pour leurs interventions. À chaque fois que j'entends Santiago, je suis gonflé à bloc.
Il est très motivant. Je vais vous présenter la coopérative La Siembra, qui est ma coopérative où je suis membre. Donc, chez nous, être membre, ça veut dire qu'on est copropriétaire. On est une coopérative de travail, artisan des produits Camino. Donc, on a une quinzaine d'années d'existence. Eric nous a présenté un petit peu au début. Je vais aller vite sur cette partie-là. Donc, on est les pionniers du commerce équitable de cacao et de sucre en Amérique du Nord. Oh, il y a un petit automatisme, ça va être bon, ça va aller vite. On travaille avec, ici ça dit 18, on est rendu à 23 partenaires producteurs, surtout en Amérique du Sud. Et on a choisi d'être une coopérative dès le début, premièrement parce qu'on se disait, si dans le commerce équitable, on impose aux producteurs de fonctionner dans des organisations démocratiques, transparentes, il faudrait qu'on s'impose les mêmes règles. Alors ça, c'est notre équipe. Il y a eu quelques changements depuis la photo. On est seulement 3 gars maintenant. Donc, on est principalement une organisation féminine. Donc, ce n'est pas beaucoup de monde pour faire tout le travail qu'on a à faire. On est dans 4000 magasins, 4500 magasins à travers le Canada. On travaille avec autant de coopératives et c'est beaucoup, beaucoup de logistique, de production parce qu'on a beaucoup de produits différents. Là, y a-t-il moyen de faire pause sur cette affaire-là pour que... Là, je voulais vous parler de la globalisation du système alimentaire parce que le cœur du travail qu'on fait en commerce équitable est une réponse à la globalisation qui produit constamment de l'exclusion. L'exclusion des petits producteurs, l'exclusion des travailleurs et dans certains cas, l'exclusion ou le confinement des consommateurs en limitant notre choix puis en nous imposant des produits ou des façons de faire qui ne nous intéressent pas. Et le commerce équitable est une réponse à ça. Et on voit comment il y a tellement peu de grands groupes qui contrôlent la presque totalité de notre système alimentaire. C'est vrai dans le cacao, mais c'est vrai dans pratiquement la totalité du système alimentaire. C'est vrai dans le lait, dans le sucre, dans le café, dans les grains, etc., etc., et aussi, souvent, malheureusement, dans la distribution. Ça, c'est notre réponse. C'est la globalisation à travers les coopératives. Et on voit, nous, on est en plein milieu, on est disons, un catalyseur entre l'économie sociale et solidaire dans le Nord et celle dans le Sud. C'est une vieille diapositive et malheureusement, elle montre à peu près 1/10 de nos réseaux. Il n'y a pas seulement la Siembra là-dedans, il y a Equal Exchange, etc. Je vais revenir à la diapositive. Et on a là-dedans aussi des organisations qui financent le commerce équitable. Donc, pour pouvoir développer nos réseaux, il n'y a pas seulement la question du marché, mais il y a la question du financement aussi, le financement des projets de Norandino, leurs usines. Il faut financer nos inventaires, il faut financer la distribution. Il faut financer aussi les magasins coopératifs, la distribution coopérative. Quand on le peut, on travaille avec des distributeurs qui sont aussi des coops. On travaille avec des transformateurs quand on peut, qui incarnent les valeurs d'économie sociale et solidaire qu'on a, mais ça prend aussi un capital pour développer ces entreprises-là. Donc, nous, on a choisi d'offrir une option santé. Santiago parlait de qualité tantôt. Si on compare notre chocolat, le chocolat qui est fabriqué avec du sucre, du cacao, de la vanille et des inclusions qu'on achète de petits producteurs et on le compare aux autres, on n'a qu'à regarder la liste des ingrédients. Et déjà, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'aller vers une option premièrement biologique parce que ça nous permet d'assurer le respect des standards environnementaux qu'on s'est fixés puis qu'on se fixe dans le commerce équitable, c'est-à-dire de respecter d'abord au niveau des conditions de production puis des conditions de travail des gens qui font pousser la nourriture, la santé des écosystèmes et des travailleurs, mais aussi garantir un produit sain pour le consommateur. Et on y va avec le moins d'additifs possible, c'est-à-dire un chocolat pur, sans émulsifiant, sans lécithine de soya et sans toutes les choses qu'on voit ici dans les autres chocolats que je nommerai pas. Le commerce équitable dans le cacao, c'est un commerce qui peut parfois être direct. On a l'exemple de cette tablette-là ici qui provient d'une usine qui appartient à des petits producteurs au Pérou qui s'appelle Naranjillo, qui est basée à Tingo Maria au Pérou. Et dans le cas de cette tablette-là, on l'achète directement de l'usine. Elle arrive ici emballée, prête à aller sur les tablettes. Mais comme disait Santiago, la réalité, dans la plupart des cas, c'est que les chaînes sont très, très, très indirectes. Des fois, on achète des grains et on les fait transformer par des transformateurs et des fois, on le fait transformer par des entreprises au Pérou. Et malheureusement, dans le cacao, c'est ça qui est très, très difficile. Il a mentionné tantôt que dans notre cas, on est capable de garantir la traçabilité de notre produit. Et c'est vrai de la plupart des acteurs équitables dans le domaine du cacao parce qu'on travaille avec des petits transformateurs. Donc, on est capable de dire, regarde, on t'amène un lot de fèves de cacao, transforme-nous-le.
fait de la poudre de cacao avec, ou on l'achète directement des producteurs. Donc, on sait d'où viennent les fèves. Mais de façon générale, 99% du cacao qu'on a dans les tablettes de chocolat qu'on trouve dans les dépanneurs ou dans les produits conventionnels, il n'y a pas de traçabilité. Un autre succès du commerce équitable, je pense que Naranjo c'en est un, Norandino c'est un exemple incroyable, c'est la coopérative Mandovira. On achète à peu près 500 tonnes métriques de sucre de cette coopérative-là. Ils sont la première organisation paysanne à être propriétaire d'un moulin à sucre de classe mondiale sur la planète. On parle d'une industrie qui est née de l'esclavage. Okay? On n'a pas besoin de retourner loin en arrière pour trouver les racines esclavagistes du sucre. Et elles existent encore dans certains pays, malheureusement, comme la République dominicaine. Mandovira a réussi, il y a 2 ans, à devenir la première organisation à avoir un moulin à sucre industriel d'une capacité de 20 000 tonnes métriques. Tantôt, Santiago disait qu'ils font 1500 tonnes de panela. Ici, on parle de 20 000 tonnes. C'est le sucre qu'on utilise depuis 15 ans dans tous nos produits, à l'exception de la panela de Norandino qu'on achète. Donc, on en voit une photo ici. Et Rice Kombucha l'utilise aussi pour faire la fermentation de sa kombucha ici à Montréal. Ils en achètent des grosses quantités, donc ils sont partenaires avec nous dans les achats de sucre auprès de Mandovira. Et eux soutiennent 1750 producteurs paysans. C'est une coopérative très dynamique, autant mobilisée que Norandino, le même type de discours, vraiment un discours qui vise non seulement le développement de leur propre coopérative, mais c'est une coopérative qui pense au développement de sa communauté et de sa région. Ici, ça c'est la fameuse panela dont parlait Santiago tantôt. Ici, on a Auralia Esvaldo, on les a visités en janvier 2015. C'est des producteurs qui font du café et de la canne à sucre. Et ce qui est extrêmement intéressant avec le projet de panela de Norandino, ça c'est la fabrication. Ça ressemble un petit peu à une cabane à sucre. C'est très, très, très similaire. C'est les fameux modulos. Ils en ont une vingtaine dans la région où on est allé les visiter. Et les producteurs sont impliqués dans la transformation du sucre. Et au final, là, pour ceux qui ont été dans une cabane à sucre, qui ont vu la fabrication du sucre d'érable, où on fait simplement évaporer l'eau d'érable, puis on finit avec un sucre cristallisé, c'est exactement le même processus à partir du jus de canne. Donc, il n'y a absolument rien qui se perd, il n'y a aucun raffinage. Ça donne un sucre intégral avec tous les minéraux, toutes les vitamines qui étaient dans la canne à sucre. Et par la suite, ils font un tamisage, une uniformisation. Il est emballé par la coopérative elle-même, puis ça nous est envoyé. Le produit est prêt à aller sur les tablettes. Donc, ils ont également la totalité de la valeur ajoutée du produit va directement au producteur et le producteur est payé pour le sucre qu'il a produit, pas pour la canne. Donc, ils savent au moment où le sucre arrive à l'usine de tamisage et d'emballage de quel producteur vient chaque lot. Donc, là-dessus aussi, il y a une traçabilité exemplaire. Ici, on a un producteur de cacao de Conacado en République dominicaine, qui est une autre coopérative avec laquelle on travaille et qui, dans les dernières années, a réussi à rentrer dans des opérations à valeur ajoutée. Ils font de la liqueur de cacao, du beurre de cacao et de la poudre de cacao également. Ça, c'est notre structure de coopérative de travail. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, c'est quoi nos défis? Nous, dans le Nord, comme acteurs du commerce équitable, qui sommes partenaires là, des petits producteurs avec lesquels on travaille, premièrement, notre chaîne d'approvisionnement est très, très longue. Pour pouvoir vous amener une tablette de chocolat jusque dans votre cuisine ou un sac de sucre, en moyenne, la chaîne est de 3 mois. Et on doit préfinancer les producteurs. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir les organisations coopératives qui financent le commerce équitable, comme Shared Interest, par exemple. Dans notre cas, on a même la Caisse d'économie solidaire des Jardins qui nous supporte, sont essentielles parce qu'on doit financer cette chaîne-là qui est très, très longue et nos poches ne sont pas très, très profondes. On ne se garde pas des grosses marges de profit. Notre objectif, ce n'est pas de générer des profits pour nos actionnaires, c'est vraiment de réinvestir tout ça à l'intérieur de la chaîne. Donc ça, c'est un gros, gros défi. On a 2 millions de dollars d'inventaire moyen qu'il faut avoir dans nos entrepôts juste pour pouvoir rouler. Donc, l'accès au financement est essentiel. Ça va avoir l'air drôle, mais le recrutement et la rétention des travailleurs, notre travail est très, très, très intéressant, mais c'est un travail qui est demandant. On n'est pas une grosse équipe. On gère une petite multinationale, dans le fond. On travaille avec tellement de pays, on a tellement de produits. Et de façon assez intéressante, c'est dur de garder les travailleurs, surtout on a beaucoup de travail clérical à faire aussi, des commandes, tout ça.
Puis c'est quand même un défi auquel on fait face. L'accès au financement, on l'a résolu de quelques façons. Quand on s'est lancé, on a monté un réseau d'investissement solidaire et on a plus d'une centaine de personnes qui ont investi dans la CIEMRA dans du capital patient, qui a une rémunération qui dépasse jamais le 5 ça a souvent plus souvent qu'autrement été plus proche de 0 que de 5 et on a été capable de lever près d'1,2 million comme ça dans nos premières années, dans nos premières 10 années d'existence. Un autre défi, c'est que le marché devient compétitif et saturé. On parlait de la concentration dans le marché. Beaucoup des petites marques, surtout dans le bio, parce que le bio et l'équitable se sont développés ensemble, surtout pour nous parce qu'on est 100% biologique. Et le consommateur ne le sait pas toujours, mais il y a beaucoup de petites marques qui ont été achetées par des multinationales. Simplement parce que c'était une façon facile pour eux de s'accaparer le marché, d'aller chercher de l'espace tablette, de s'insérer dans ce segment-là du marché. Il y en a beaucoup. Dans le chocolat, il y en a dans le café, il y en a dans tous les produits. Donc, on subit la compétition des multinationales. Maintenant, on la subit parce qu'ils ont décidé d'utiliser certains labels équitables ou éthiques sur un petit nombre de leurs produits, alors que souvent moins de 1/10 de 1 %, mais ils font 20 ou 30 de leur marketing avec ces produits-là. Donc, ça induit des fois le consommateur en erreur. Le consommateur qui n'est pas bien informé a l'impression que cette marque-là est devenue une marque éthique maintenant, sans savoir que c'est seulement un petit pourcentage de leurs produits qui sont effectivement de commerce équitable. Et il y a tout le défi de l'éducation des consommateurs. Tout ce système-là et toute cette mouvance-là devient de plus en plus complexe et on passe énormément de temps, pas seulement à faire de l'éducation dans des forums comme celui-ci, mais à répondre à des questions. On reçoit beaucoup de questions des consommateurs par courriel, par téléphone, qui essaient de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la différence entre votre seau de certification et la petite grenouille verte ou tel autre seau qu'on a vu dans le magasin, qu'est-ce que ça me garantit, etc., etc. Puis évidemment, avec toute cette compétition et cette saturation de marché, les marges sont de plus en plus comprimées, pas juste pour nous, mais pour tout le monde. Donc, il faut toujours faire plus avec moins de marge. Donc, on a encore du pain sur la planche. Là, ici, j'ai mis du café, du cacao et du sucre sur la planche. Je voudrais juste finir en terminant en disant que notre réponse, je vous montrais tantôt la diapositive, là, notre réponse à la globalisation, là, qui est de travailler en réseau avec d'autres coopératives. On a commencé à former une alliance d'organisations dans le Nord. Equal Exchange, qui est le petit logo ici en rouge en haut, est une des coopératives à laquelle on s'est allié. Donc, eux sont aux États-Unis, nous, on est au Canada, puis on a commencé à travailler ensemble sur nos chaînes. On fait des co-investissements, on fait de la pollinisation croisée au niveau de nos pratiques. Un de nos co-directeurs à notre coopérative en ce moment vient d'Equal Exchange. Et on travaille de façon vraiment solidaire entre nous dans le Nord parce que c'est vraiment une nécessité, je pense, si on veut pouvoir développer le commerce équitable authentique, il faut travailler ensemble. Merci. Merci beaucoup, Martin. J'aimerais souligner 2 points. Le commerce équitable dans les produits alimentaires, c'était vraiment au début des produits de base seulement. On importait le café brut, on importait les graines de cacao brut. Puis un des travaux que Camino a fait beaucoup, c'est de s'assurer ou d'essayer de travailler avec les producteurs pour qu'un maximum de transformation se fasse chez les producteurs. Et là, non seulement ça veut dire valeur ajoutée dans les mains des producteurs, mais aussi des nouvelles connaissances, des nouvelles capacités pour développer ensuite leur marché national et offrir d'autres débouchés pour leur production. Donc ça, c'est vraiment du commerce équitable 201 et même du 301. Et la CIEMRA a toujours été vraiment un précurseur puis un acteur très fort pour développer ça. Et l'autre aspect, c'est la mobilisation aussi des populations. Et là, Équiterre est vraiment un acteur là, depuis une vingtaine d'années qui fait une mobilisation extraordinaire. Donc, je vais laisser Muriel présenter différentes activités. Bien, merci. Bonjour à tous. En fait, Équiterre a travaillé depuis de nombreuses années au niveau de la sensibilisation au commerce équitable. Puis en fait, pour que Antonia ou Santiago puissent vendre leur cacao, leur sucre, leur café, leurs produits d'artisanat sur le marché équitable, évidemment, il faut des consommateurs, il faut que le marché pour le produit équitable soit ouvert ici dans les pays du Nord. Puis justement, ça a été un des principaux défis du commerce équitable, c'est d'augmenter ce marché-là
parce que c'est très peu de coopératives dans les pays du Sud qui réussissent à vendre toute leur production sur le marché équitable. Donc, pour nous, vraiment, l'action citoyenne a toujours été au cœur du mouvement. Puis j'ai bien aimé aussi ce que Lise a mentionné à la fin de sa présentation, s'informer, c'est agir. Donc ici, je parle d'augmenter les ventes de commerce équitable, d'augmenter les consommateurs, mais évidemment pas juste en termes de consommation, aussi en étant informés, en étant des agents multiplicateurs et mobilisateurs là, de nos milieux. Donc, Équiterre travaille ici au Québec depuis une vingtaine d'années. C'est un organisme à but non lucratif qui travaille à bâtir un mouvement de société pour inciter autant les citoyens, les organisations et les gouvernements à faire des choix écologiques, équitables et solidaires. Puis, comme on le mentionnait, depuis vraiment le début du mouvement du commerce équitable au Québec, on a joué un rôle important pour augmenter d'une part la demande des consommateurs, la demande des citoyens pour des produits équitables, mais aussi au niveau de l'offre. Parce que c'est bien beau, dans le fond, d'avoir des consommateurs qui sont prêts à acheter équitable. Encore faut-il que les produits soient disponibles. Parce que s'il n'y a pas de produits disponibles, qu'on ne peut pas les trouver et que ça reste vraiment dans des endroits hyper spécialisés, bien évidemment, ça ne sert à rien. Donc, vraiment, je dirais, le début de notre action a été vraiment d'augmenter le nombre de points de vente de produits équitables au Québec, de rendre ça de plus en plus accessible, facilement disponible pour les citoyens. Une des campagnes phares qui a été justement d'approcher une grande entreprise, Vanout, qui est une entreprise de café ici au Québec, maintenant connue sous le nom de Keurig Canada, pour leur demander d'offrir du café équitable. On a rencontré d'abord le président avec quelques autres groupes aussi de l'époque et la réponse fut tout de suite négative. Donc, on s'est dit, bien, autant utiliser le pouvoir citoyen et on a créé un petit outil, une petite carte postale pour demander directement au président d'offrir du café équitable. Et ça a été plus de 3000 cartes postales qui ont été envoyées. Et quelques années plus tard, Vanout a embarqué dans le mouvement et a maintenant une marque de produits de café équitable. On a aussi fait un peu cette même démarche-là en créant des outils pour les consommateurs, c'était pour les citoyens, qu'on mettait disponibles sur notre site Internet. C'était une lettre pour demander, dans le fond, à vos détaillants, à vos commerces de quartier, d'offrir des produits équitables. Puis ensuite, parallèlement, on faisait aussi un outil spécifique pour les détaillants, pour vraiment, c'est-à-dire la trousse commerciale, pour vraiment expliquer qu'est-ce que le commerce équitable, c'est quoi la valeur ajoutée, quels sont les bénéfices et comment un détaillant pouvait se procurer des produits aussi. Donc, vraiment, toute la sensibilisation aussi des commerçants, bien connaître c'est qui les distributeurs, comment rentrer là, dans ce marché-là. Donc, ça a été vraiment là, une première grande étape. Et parallèlement, on a travaillé, bien évidemment, sur toute l'augmentation de la demande des produits équitables, donc toute la sensibilisation des citoyens. On a fait différentes campagnes d'éducation. Ici, on a un exemple, pareil, pas pareil. C'est une campagne qu'on a menée en partenariat avec la Siembra et Equita d'Oxfam Québec, qui est une petite capsule d'animation où 2 morceaux de chocolat, un conventionnel, un équitable, se rencontrent sur les tablettes d'une épicerie et que le chocolat équitable explique, dans le fond, toute sa raison d'être et pourquoi les citoyens devraient davantage privilégier ce mode de commerce. On a aussi mis sur notre site, on a aussi produit un guide sur les certifications, donc essayer de mieux repérer les différents logos, à quoi ils faisaient référence. On a remarqué qu'il y avait plusieurs confusions de plus en plus avec les différents logos sur les produits. Donc, c'est un petit guide qui se veut vraiment là, des points de repère pour les consommateurs pour faire des choix mieux éclairés. Et tout récemment, on a produit aussi
un rapport sur les impacts du commerce équitable pour les producteurs du Sud. Donc, de vraiment, c'est à partir d'une grande revue de littérature, des méta-analyses qui ont évalué les impacts du commerce équitable du Sud. Donc, on a vraiment un peu fait toute la synthèse de ces méta-analyses et pour vraiment statuer quels sont les impacts là, pour les producteurs du Sud. Ça, c'est vraiment pour sensibiliser les citoyens, comprendre le pourquoi consommer équitable et également comment passer à l'action. On a créé depuis les tout débuts du commerce équitable au Québec un répertoire des points de vente de produits équitables, donc pour vraiment dire aux gens où ils peuvent se procurer les produits. Et c'est toujours un outil qui est disponible sur notre site Internet, qui est encore vraiment consulté, même si maintenant il y a beaucoup plus de produits disponibles et qui sont disponibles davantage partout dans la majorité des grandes surfaces. Mais c'est quelque chose aussi qu'on tient, qu'on aimerait là, vraiment dans les prochains temps mettre à jour et pouvoir là, actualiser à la technologie également de l'heure. Pour le marché québécois, c'est environ c'est environ 100 emplois et 50 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et je dirais que dans les dernières années, bien, surtout en 2015, l'indice de consommation responsable a remonté, puis est vraiment à son plus haut en 2015. Et aussi le niveau de confiance des consommateurs envers les organismes de certification équitable a aussi augmenté en 2015. Toutefois, pour nous, il reste encore du chemin à faire. Même si les ventes de commerce équitable continuent d'augmenter, leur proportion reste très faible. On parle d'une goutte d'eau dans l'océan. Et elles ont tendance, dans le fond, le taux de croissance a tendance à stagner un peu dans les dernières années. Il n'y a peut-être pas la même, je dirais, croissance effrénée qu'on a connue plus tôt. Donc, pour nous, c'est vraiment important de continuer cette action citoyenne-là et vraiment le travail des organisations puis la collaboration entre les acteurs, donc autant les entreprises de commerce équitable, les ONG, les institutions. Pour nous, elle est essentielle pour qu'on puisse davantage parler là, d'une voix commune et forte. Merci. Merci beaucoup, Muriel. Je dois absolument vous raconter une anecdote parce que j'étais là en 97 quand on a fait le premier répertoire, puis on était devant justement un groupe de personnes comme ça, on fait notre atelier, notre conférence, les gens, OK, c'est super intéressant le commerce équitable, où est-ce que je peux en acheter? Alors, l'idée est bonne, on va vous faire un répertoire d'adresses, ça tenait sur une carte d'affaires. Il y avait 2 points de vente à Montréal, et puis quelques années plus tard, il y en avait un peu plus, mais il y avait une librairie que je me souviendrai toujours, Abiyaya Yala. Ça commençait par A, et donc c'était la première sur la liste. Et c'est une librairie vraiment de littérature d'Amérique latine. Et son chiffre de vente a augmenté les premières années parce que c'était la première adresse sur le listing où on voyait du café équitable et tout le monde se rendait là. C'était sur la rue Saint-Laurent. Et s'achetait un livre des fois de temps à autre aussi. Donc, c'est vraiment le début là, de tout le balbutiement du commerce équitable. Et comme le dit Muriel, bien, il y avait un seul produit à l'époque, c'était le café. Donc, ça a beaucoup augmenté. Et puis, c'est ce qui est bien aujourd'hui. Il y a vraiment une grande diversité de produits. C'est à mon tour de vous présenter quelques éléments de l'Association québécoise du commerce équitable, dont je suis un des fondateurs. Là, comme je le disais, ça a été fondé en 2011. On regroupe aujourd'hui 38 membres. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a autant des entreprises, autant des ONG que des individus. Donc, essayer de vraiment de regrouper tout le monde vers ces objectifs communs-là pour que les gens puissent s'apprendre à travailler ensemble et puissent faire des campagnes qui ont une plus grande portée. Donc, de pouvoir concerter ces membres-là. On a 3 grandes campagnes sur lesquelles on travaille. On a un partenariat avec Fairtrade Canada et avec le Réseau canadien du commerce équitable pour les désignations de villes, d'écoles et de campus équitables. Donc, au Québec, en fait, au Canada, en ce moment, il y a 22 villes, 21 campus et puis 12 écoles qui ont obtenu la désignation équitable. Et au Québec, c'est 8 villes, 3 campus et puis 6 écoles. Donc, c'est vraiment de travailler sur et la sensibilisation et l'accès aux produits. Donc, je vais vous donner l'exemple de l'Université McGill, qui est juste ici, qui a été désignée équitable. Il y a 24 points de service alimentaire à l'Université de McGill, et dans chacun d'eux, il y a 100 de café équitable, il y a au moins 3 options de thé et une option de chocolat.
Et à chaque année, le chef de l'Université McGill fait un stunt. Il a fait le plus gros brownies au monde avec des ingrédients équitables, du chocolat et puis du sucre équitable. Et l'année passée, c'était le plus gros smoothies avec des bananes équitables. Donc, à la rentrée de septembre, on ne sait pas quel sera le stunt de cette année. Et donc, ils utilisent vraiment cette campagne-là pour faire connaître le commerce équitable au sein du campus et de s'engager. Et pour avoir vu les chiffres, on parle de centaines de milliers de dollars qui se vendent chaque année en produits équitables sur le campus de l'Université McGill. Donc, c'est vraiment une action qui devient collective. On a chacun un rôle à jouer comme consommateur, bien sûr. C'est Laure Varidel qui l'a écrit « Acheter, c'est voter ». On consomme à tous les jours. Mais on peut le faire aussi collectivement. Et c'est là où les campagnes de désignation équitable sont intéressantes. Ça a débuté en Angleterre, mais aujourd'hui, dans le monde, il y a plus de 1600 communautés dans 24 pays. Donc, en France, on l'a vu tout à l'heure, ça s'appelle Territoire équitable. Donc, différents pays vont avoir différentes approches, mais c'est quand même quelque chose qui est assez global et puis qui commence à faire son bout de chemin. Et au Québec seulement, ça, c'est ceux qui ont obtenu une désignation, mais il y a plus de 54 comités, soit dans des écoles, dans des universités ou dans des villes, qui vont travailler sur leur désignation équitable en ce moment. Et il y a des effets d'influence. J'étais à une désignation équitable d'une école et le maire était présent parce que c'était dans sa ville et puis il trouvait ça le fun. Donc, j'en ai profité pour lui donner le guide d'action pour la ville équitable. Et ça, c'était à la ville de Boucherville. Et donc, ils sont en train de travailler, un comité de citoyens qui est en train de travailler maintenant pour que la ville de Boucherville devienne une ville équitable. Et l'école de Mortagne, où j'étais, était la première école au Canada là, à obtenir la désignation équitable. Donc, ensuite, on a juste dans les différentes villes et campus, dont l'Université McGill, j'en ai parlé, aussi l'Université de Sherbrooke, première université francophone cette année, et puis le Cégep de Sorel a été notre premier cégep. Même chose, on était la première école équitable, l'école secondaire de Mortagne, c'était la première au Canada. Et puis, sur les 12 écoles canadiennes, là, il y en a 6 au Québec, donc un mouvement qui est très, très dynamique. Dans les écoles, pourquoi c'est très dynamique? Entre autres, un autre projet sur lequel on est partenaire avec Oxfam Québec, c'est les projets Magasins du monde. Donc, c'est des petites entreprises d'économie sociale tenues par les élèves, soit dans les écoles secondaires ou dans les cégeps. Donc, il y en a une vingtaine, 15 écoles secondaires, 5 cégeps. C'est vraiment par et pour les élèves. Donc, ils ont un conseil d'administration avec un président, avec un secrétaire, avec des vendeurs. Et tout le travail se fait par les élèves. Certains vont vendre 1 000 $ seulement annuellement de produits, mais d'autres vont se rendre jusqu'à 20, 25, voire 30 000 $ de produits équitables par année. Et les profits vont être répartis. 50 % vont aller sur des projets de développement d'Oxfam et l'autre 50 % sur des projets locaux qui sont choisis par les élèves, encore une fois, qu'eux-mêmes choisissent de soutenir. Un autre des projets, donc c'est ça l'école Osias-Leduc dont je parlais. Eux, ils ont eu leur magasin du monde en 2015 et l'année suivante, ils sont devenus école équitable et ils ont été invités par la ville à participer à un conseil municipal jeunesse. Donc, les jeunes ont vraiment été consultés pour que les enjeux jeunesse à la ville de Mont-Saint-Hilaire puissent être pris en compte et pouvoir mettre des résolutions, déposer des résolutions au conseil municipal officiel de la ville, dont une des résolutions était que la ville de Mont-Saint-Hilaire devienne une ville équitable. Donc, encore une fois, l'effet d'influence, le fait de travailler avec des jeunes qui ensuite amènent ça à leurs parents ou amènent ça à d'autres autorités, c'est vraiment un effet de mobilisation qui est vraiment intéressant et ça permet aux jeunes d'avoir cette influence-là. Et Émile, qu'on voit ici sur la photo, faisait partie d'une assemblée hier, un atelier chez les jeunes influenceurs. Donc, il y avait 6 jeunes d'école secondaire de Montréal qui venaient parler de leur expérience, comment ils ont réussi à influencer leur communauté ou leur école. Et Émile venait justement parler de ce qu'il a fait au sein de Magasins du monde puis d'école équitable à Mont-Saint-Hilaire. Donc, la dernière campagne dont je voulais parler, le partenariat, c'est avec Équiterre. Muriel en a parlé brièvement. On a besoin de remobiliser la population par rapport au commerce équitable. Souvent, les enjeux d'agriculture biologique ou d'achat local ont pris plus d'importance que le commerce équitable. Donc, de pouvoir remettre ça à l'ordre du jour et de pouvoir aussi insérer le commerce équitable dans l'achat responsable, qui est déjà une campagne qui est populaire. Donc, ça sera 2 grands messages clés. Pourquoi acheter équitable? Donc, de montrer les impacts positifs chez les producteurs. Il y a eu une recherche de fait par Équiterre et on fait un tournage en ce moment. Il y a Alexis qui est ici avec sa caméra, entre autres, pour ça. Le premier tournage va être fait avec la coopérative La Siembra et puis Norandino pour montrer justement comment fonctionne le commerce équitable et comment les impacts, quels sont les impacts positifs chez les producteurs. Et ensuite, comment acheter équitable, parce qu'encore aujourd'hui, les gens veulent s'informer où sont les produits équitables, quels sont les produits équitables différents. Il y a beaucoup plus de diversité. Donc, de pouvoir bonifier le site Internet, entre autres, pour que les gens puissent trouver facilement où sont leurs produits et diversifier leur achat. Tout le monde, je pense, ici, a déjà acheté du
café équitable, mais il y a des bananes équitables maintenant. Il peut y avoir des roses équitables pour la Saint-Valentin. Donc, de vouloir diversifier est quelque chose sur lequel on veut travailler pour augmenter les ventes éventuellement, puis augmenter ce travail-là. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on a dépassé légèrement notre temps.